Commencer avec vous et avec Dalkia. On a parlé beaucoup d'électricité aujourd'hui, un petit peu de chaleur, selon certains dans la salle, certainement pas assez. Alors, puisque vous êtes là pour nous parler biogaz, comment est-ce qu'on rééquilibre entre l'électricité d'un côté et tout ce qui va concerner la chaleur de l'autre? Alors je ne veux pas que vous parler biogaz, sinon je pense que j'aurai quelques soucis quand je reviendrai chez moi. Donc je suis bien là pour vous parler de l'ensemble des métiers de Dalkia. Puisque Dalkia, quelque part, est un peu comme un monsieur Jourdain de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on le fait depuis pas loin de 70 ans, on a inventé les contrats de maintenance énergétique, on s'est ensuite développé, après les chocs pétroliers, sur des nouvelles offres d'économie d'énergie, puis le développement de la récupération des énergies du territoire, j'entends par là la biomasse, la géothermie, tout ça véhiculé par les réseaux de chaleur. Quelque part, la transition énergétique, on en faisait sans vraiment le savoir. Pour vous donner quelques exemples concrets, puisque là on parle des territoires, je me tourne d'abord vers Madame Pécresse, des réseaux de chaleur, vous en avez beaucoup en Île-de-France. Je souhaite insister sur la géothermie, parce que ça c'est une ressource exceptionnelle que vous avez dans votre territoire grâce aux belles couches géologiques du bassin parisien. Il y a déjà de très belles choses à Issy-les-Moulineaux, à Créteil. Il y a encore plein de... Tout à fait. Il y a encore plein de belles choses à faire. Si on va maintenant côté Poitou-Charentes et Limousin, alors je n'ai pas encore le nom de la nouvelle région, mais je crois que personne ne l'a encore. Si on passe par Limoges, alors là Limoges, je passe sur une autre énergie, c'est la biomasse. Limoges c'est fabuleux parce qu'on chauffe 30% de la ville à partir d'un réseau de chaleur qui est alimenté par une cogénération biomasse. Et aller chercher du bois dans la forêt limousine pour chauffer les Limougeaux, c'était mon métier avant le biogaz, c'était de faire de l'approvisionnement bois. Bah, c'est juste un bonheur parce que les propriétaires forestiers sont contents d'avoir un nouveau débouché pour leur bois de faible valeur, les rémanents, je vois Cyril Le Picard qui hoche de la tête, les houppiers, enfin tout ce qu'on ne savait pas utiliser, qui allait ni pour le bois d'œuvre, ni pour le papier panneau. Donc voilà un autre exemple d'énergie du territoire qu'on peut valoriser facilement. Mais puisqu'on parle ici de transition énergétique, bien évidemment on est au CER, donc j'ai parlé d'énergie renouvelable en premier, mais je voudrais quand même revenir sur les économies d'énergie, parce que c'est quand même la première chose à faire. Et pour dire que la BEI parlait de BEI 2.0, nous on essaye de faire Dalkia 2.0 en matière d'économie d'énergie, en développant notamment ce qu'on appelle le DESC, le Dalkia Energy Saving Center. En fait c'est un double réseau. Un réseau à la fois électronique de suivi à distance de nos chaudières, répartis de manière diffuse à travers le territoire, couplé à notre réseau humain de techniciens qu'on va faire intervenir si nos capteurs placés à distance nous indiquent qu'on a une chaudière qui se dérègle et sur laquelle il faut absolument une intervention humaine pour rectifier les choses et pas attendre le relevé d'un compteur au bout d'un mois pour constater qu'on a surconsommé. Donc tout ça, c'est quelques exemples très très rapides, et vous noterez que je n'ai pas encore parlé de biogaz, pour montrer toute la panoplie des solutions que nous offrons pour la transition énergétique. Continuez sur la chaleur renouvelable, hein. Il y a encore bois énergie, chauffe-eau solaire. Vous faites des choses sur le solaire thermique? Oui, tout à fait. On réfléchit même, comme d'autres, à des couplages entre réseaux de chaleur au bois et solaire thermique, parce que les cycles de production et de consommation ne sont pas les mêmes et donc peuvent être complémentaires. Bon, sur le bois, j'en ai parlé pour Limoges, mais c'est vrai qu'en quelques années, on est vraiment passé de la petite épicerie à la... Je veux dire, l'industrie, j'utilise le terme avec précaution parce que c'est pas des gros machins, voire des très très gros machins, je ne vise personne, mais c'est bien des chaufferies biomasse à taille humaine, mais qui sont gérées de manière industrielle. Et ça, c'est juste fondamental si on veut réussir, et j'y reviendrai, le combat bois contre gaz naturel, qui aujourd'hui est très dur à livrer parce que les prix du gaz naturel sont vraiment historiquement bas. Il vous arrive quelquefois d'avoir des concurrences entre filières, un projet compte tenu des prix bas, concurrence entre gaz, géothermie, bois énergie, à un endroit donné? Alors, concurrence entre les énergies renouvelables, non. Parce que c'est justement notre métier, avec les parties prenantes, avec les pouvoirs publics, les élus, avec les industriels, de chercher la meilleure solution adaptée à chaque territoire. C'est pour ça notamment d'ailleurs que le biogaz est arrivé chez Dalkia récemment. Ça manquait dans notre palette d'offres, n'est-ce pas Antoine? Et ça nous paraissait absolument nécessaire
de pouvoir, dans des régions peu forestières, apporter une offre biogaz, parce que l'offre bois, de toute façon, ne passait pas. Mais ce qui vaut peut-être pour un territoire, une zone agricole où on va trouver la ressource au biogaz, ne vaut pas pour une zone avec un riche passé et une riche activité industrielle. Je pense par exemple à Dunkerque, où là ce qu'on fait, c'est d'alimenter le réseau de chaleur avec de la chaleur perdue, en fait, de la chaleur fatale des aciéries de Dunkerque. Donc tout ça pour dire qu'entre énergies renouvelables, nos problèmes, on cherche juste la meilleure, la plus adaptée aux spécificités de chaque territoire. En revanche, là où on a aujourd'hui, c'est très clair, en 2016, un vrai problème, c'est le problème de la compétitivité de la chaleur renouvelable versus le gaz naturel. Et on était en débat, je crois que Bruno Lègevin y a fait une petite allusion hier avec tout le comité exécutif de Dalkia avec l'ADEME pour réfléchir ensemble, parce que quelque part on a les moyens de la politique de développement de la chaleur renouvelable, on peut s'en féliciter, il y a un objectif de doublement du fonds chaleur. Mais qui si a on été trouve... rappelé ce matin déjà dans le discours de la ministre. Mais alors ce serait quand même absurde si on n'arrivait pas à mettre les projets en face. Les projets, on les a, encore faut-il qu'ils soient compétitifs. On va pas, derrière, il y a des usagers, un usager de réseau de chaleur, on alimente beaucoup les logements sociaux. Il est hors de question de vendre une énergie verte plus chère que l'énergie fossile. Là, donc la question de compétitivité est absolument clé. Ça, je pourrais y revenir dans un... Vous pourrez fait votre deuxième question, peut-être. Oui, non, vous pouvez y aller tout de suite sur la compétitivité. Allez-y, allez-y. Oui. Non, et au-delà, sur les idées qu'on a justement pour lever ces problèmes, bah, le premier, mais il a déjà été très bien dit, bon, je passerai très vite, c'est le prix du CO2. J'ai écouté avec grande attention monsieur Tourmès et monsieur Ristori. Je pense qu'on a aussi la même problématique en France. Je pense que c'est malin de faire du contrat cyclique, contrairement à ce qu'a dit monsieur Trottignon. Moi, je trouve ça relativement facile. Je vois pas, enfin, dire ah oui, mais un jour peut-être, comme le prix des énergies fossiles va remonter et que si on a mis une taxe trop importante avant, eh ben, alors là, ça va être difficile. Bah, la taxe, on pourra la baisser. Enfin, ça s'appelait la TIPP flottante. C'est des idées qui ont tourné. Je ne vois pas, franchement, techniquement, ce qui s'oppose à cette idée-là. Profitons-en. Les prix des énergies fossiles sont faibles. Je dirais que c'est le moment de donner un signal politique fort. Ensuite, si je rentre sur le sujet fonds chaleur renouvelable, juste pour vous donner des pistes sur lesquelles on travaille avec l'ADEME, il y a le sujet des avances remboursables, je passe très vite parce que Laurent Michel en a parlé ce matin, je crois que ça va dans la bonne direction. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut qu'on arrive à contourner, c'est ce problème de plafonnement des aides. Madame Pécresse et vous, Madame, également, je vous le signale parce que c'est un problème qu'on a dans nos discussions avec l'ADEME et les régions, c'est des plafonnements qui s'imposent à des investissements portés par le privé, mais pour le compte du public. Je m'explique. Quand on est sur un réseau de chaleur, que vous êtes dans un schéma classique de réseau de chaleur, délégation de service public, celui qui investit, ça va être peut-être votre voisin de gauche, ou peut-être moi-même, ou d'autres groupes, dans un régime de concession. De ce fait, on est soumis au plafonnement qui s'applique aux entreprises et qui est assez contraignant. Alors qu'au fond, on ne fait que répondre un appel d'offres d'une collectivité locale. Donc c'est la volonté de la collectivité locale qui s'exprime. Et dans les règles européennes, dans ce cas-là, quand c'est une collectivité locale qui fait, les plafonds sont moins contraignants. Donc là, il faut qu'on réfléchisse juridiquement s'il y a un chemin pour passer. Une dernière question pour conclure. Sur le bois énergie, vous avez besoin de soutien, d'aide, de quelle forme, de quelle nature ? Je vous réponds sur le bois énergie et sur le biogaz, parce que je veux quand même en dire un mot, si il faut vous que vous me parliez permettez. biogaz aussi, quand même. Sur le bois énergie, on est très content avec Cyril Lepicard, donc président de SER France Biomasse Énergie, de l'évolution du fonds chaleur avec l'ADEME, le fait d'avoir diversifié les interventions du fonds chaleur à des actions sur l'amont pour dynamiser la collecte de bois énergie avec l'AMI Dynamique Bois, c'est excellent. Il faut le renouveler, donc je dirais ça c'était un point important, mais bien au-delà des subventions, on pense qu'il y a des mesures simples, sans coût pour la collectivité, qui pourraient être très utiles. Alors là, je précise, c'est plus des idées de Dalkia, hein, Cyril, je te préviens, mais on pense que sur la fiscalité forestière, il est encore possible de rendre celle-ci un peu plus incitative, que le propriétaire forestier, qui a tout de même un certain nombre d'exonérations significatives, qui se justifient, hein, parce qu'on plante quand même pour ses petits-enfants, que néanmoins, on plante vraiment pour produire du bois.
et pas seulement pour gérer un patrimoine. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, c'est que sur les plans d'approvisionnement, on évite, par des règles trop strictes, de créer une espèce de conflit d'usage du fait qu'on soit obligé à rester dans des cercles d'appro trop restreints autour du point de consommation. Le but du jeu, c'est évidemment d'aller chercher le bois le plus proche possible de la chaufferie. C'est une évidence écologique et économique parce que faire rouler des camions, ça coûte cher. Ceci étant, quand vous avez des hivers humides, c'est arrivé il y a 3 ans, on a tous eu très peur parce que le bois ne sortait pas de la forêt. Il faut aussi qu'il y ait un peu de souplesse pour sinon éviter que tout le monde se batte pour le même gâteau trop petit. Voilà pour le bois énergie. Pour le biogaz, j'ai cru comprendre que Madame Ségolène Royal, ce matin, serait à l'écoute, c'est ce qu'elle a dit, des propositions des professionnels sur son appel d'offres biomasse, sur le complément de rémunération. Alors c'est très bien parce que des propositions, on en a au sein du syndicat des énergies renouvelables. Il y a la biomasse et le biogaz. Alors, je commence par le biogaz parce que nous, ça va être notre premier appel d'offres. On est très contents, très flattés qu'il y ait un appel d'offres biogaz, mais pour nous, c'est le saut dans l'inconnu. Biogaz, c'est beaucoup de petites entreprises. On est tous à 20, 30, 40, moi c'est 50 personnes. On va faire on va avoir affaire avec cette procédure d'appel d'offres qu'on ne connaît pas bien et on nous fixe d'ores et déjà un prix plafond. Ce qui n'a pas du tout été le système pour les appels d'offres biomasse bois, où les premiers appels d'offres, Creux 1, Creux 2, Creux 3, partons de ces sigles barbares, mais de fait n'ont pas introduit tout de suite un prix plafond pour que ça permette justement de révéler les prix de marché. Donc on aimerait bien que pour le biogaz, il y ait le même raisonnement. Il va y avoir 3 appels d'offres successifs, de grâce, puisqu'on a du mal à se comprendre avec la DGEC sur le prix nécessaire pour la rentabilité de nos investissements, qu'on laisse jouer le marché. De toute façon, s'ils trouvent ça trop cher, ils pourront très bien ne pas prendre de lauréat. Ça a déjà été fait dans le passé. Donc je ne vois pas ce qui s'oppose à éviter ce système de prix plafond. Ça, c'est pour le biogaz. Pour ce qui est du bois énergie, il y a un plafond, on l'admet, parce que pour le coup, là, le système d'appel d'offres est plus mature, on en est au 5e. Sauf que ce plafond, il est mal fixé, puisqu'il y a des histoires de production brute, production nette. Je vous évite le détail, je vais vous ennuyer avec ça, mais sachez qu'il faut remonter ce plafond. On a un argumentaire technique très fouillé pour ça. Et enfin, dernier message, il est demandé aux porteurs de projets de porter des risques qui sont juste pas bancables. Si on va voir nos banquiers en disant, voilà, c'est super, on a un projet qui va durer 20 ans avec un tarif de temps. Alors on va chauffer avec ça un industriel, mais le ministère nous dit qu'il faut couvrir le risque de fermeture du site industriel. C'est-à-dire que si le site industriel dans les 20 ans ferme, que notre débouché chaleur disparaît, notre prix d'électricité va chuter drastiquement. Ça, expliquez-moi comment on fait. Je ne sais pas couvrir ça par des assurances, ça n'existe pas. Il n'y a pas de marché pour ça. Donc c'est nous demander des choses qu'on ne peut pas porter. Merci Pierre de Montlivaud pour ces propositions concrètes. Je pense qu'elles seront portées. Il y avait tout à l'heure des représentants du ministère qui certainement transmettront votre message. Jérôme Tolo, vous êtes directeur général adjoint, membre du comité exécutif d'Engie. Alors votre nouveau nom se construit sur une subtile contraction du mot même qui est celui de votre secteur d'activité. Peut-être qu'au-delà de cette subtilité créative, c'est tout un symbole, ce changement de nom, toute une stratégie qui est derrière. Il fallait à tout prix faire sortir le gaz de l'acronyme ? Non, ça n'a rien contre le gaz. Je voudrais peut-être, alors je remercie M. de Montlivaud parce qu'il m'a quand même, il a traité largement le sujet que j'aurais pu traiter, donc je vais dire des choses un peu différentes et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit d'ailleurs mon collègue. Bon, la première chose peut-être, et je le dis à Madame la ministre qui est à côté de moi, c'est qu'on a la chance d'avoir en France des très grands acteurs de l'efficacité énergétique. Moi-même, j'ai dirigé jusqu'à maintenant, puis maintenant on va changer de fonction dans le groupe, mais une équipe de 100 000 personnes dans le monde, sous le nom de Cofeli, et qui était donc très spécialiste de l'efficacité énergétique. Et donc c'est quand même au crédit de la France d'avoir des grands groupes qui sont capables d'être à plein dans la transition énergétique. Alors je ne voudrais pas répéter ce qui a été dit énergie par énergie, parce que sinon je serais ennuyeux. D'abord, Engie en France, c'est quand même 6 000 mégawatts d'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'équivalent de 4 centrales nucléaires quand même. Une part de marché de l'ordre de 20%. Et puisque vous parliez d'Engie, le nouveau nom, il y a un nouveau nom, il y a une nouvelle organisation dont je fais partie. Je travaille étroitement avec Isabelle Cocher, qui va être la nouvelle patronne du groupe. Et Isabelle a complètement comme idée de repositionner le groupe encore plus dans tout ce qui est énergie renouvelable et nouveaux métiers.
Alors nous, ce qu'on dit, on dit quoi? On dit, c'est que compte tenu de tout ce qui a été fait par le gouvernement, et je rends grâce à tout ce qui a été fait récemment, la loi de transition énergétique, on attend l'application de la loi pluriannuelle, mais enfin ça va arriver. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus trop besoin d'argent. On a toujours besoin d'argent, mais pas tant que ça. On a surtout besoin de plusieurs choses. La première, c'est d'une visibilité, d'une transparence dans tous les programmes d'énergie renouvelable. On souffre un peu, mais je pense que ça va s'améliorer. On souffre un peu d'appels d'offres qui arrivent, on les connaît pas, on se prépare pas très bien, on n'a pas une visibilité à plusieurs années. Donc ça, c'est la première chose. Il faut vraiment maintenant qu'on se dise que pour développer l'énergie renouvelable en France, il faut qu'on le fasse sur une durée un peu longue, dans un cadre qu'on connaît. La deuxième idée qu'on a, c'est que on est trop ennuyé encore par des tracasseries administratives. Je déjeunais à midi avec le patron de Solar Direct qui nous a rejoints et il me disait, tu sais, pour avoir un permis dans le photovoltaïque, en France, 40 mois. En Allemagne, 16 mois. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas attendre 40 mois. Donc, on a fait des efforts. Il y a un guichet unique. On a regroupé les endroits où on peut. Mais c'est encore beaucoup trop long. Il faut savoir que dans l'éolien en France, c'est 8 ans. 6 à 8 ans, c'est absolument incroyable. C'est pareil, en Italie, en Allemagne, on est autour de 3-4 ans, ce qui est déjà affreusement long. Mais là, c'est le double en France. Il y a une deuxième chose également sur laquelle... Donc voilà, donc simplification, au-delà de tout ce qu'a dit mon collègue, encore une fois, Monlivo, je suis complètement d'accord, simplification de tout ce qui est administratif. Il faut absolument que les préfets, que les régions, donnent les instructions nécessaires pour qu'on aille beaucoup plus vite. Deuxième chose, alors c'est un peu plus compliqué, mais il est sûr qu'en France, on adore les recours, et les recours, c'est quand même très compliqué. Alors il y a des mécanismes dans les pays européens que je connais mal, mais qui encadrent beaucoup plus les recours. Et là aussi, il faut absolument qu'on se dise que c'est complètement idiot d'attendre 6 ans, 7 ans, recours sur recours, et on finit par ne plus rien faire. Donc si on veut atteindre en 2020 ou en 2030 les objectifs de renouvelables tels qu'ils ont été fixés, il faut absolument, c'est pas tellement une question d'argent, il y a toujours une question d'argent, mais finalement l'argent, on arrive à le trouver. C'est une question de simplification administrative. Et ça me paraît majeur, et on en est encore un peu loin quand même. Donc il faut absolument qu'on progresse dans le débat. Alors après, il y a d'autres choses à dire, mais encore une fois, je me suis engagé à pas être trop long. Il est certain que il faut, il faut adapter à chaque type d'énergie renouvelable des mécanismes qui vont bien. Il y en a qui en ont pratiquement plus besoin. L'éolien terrestre, maintenant tout ça, ça fonctionne à peu près. Le solaire, on va être à parité de marché assez vite finalement. Donc si on simplifie l'administration, on est capable de développer très vite. En revanche, dans tout ce qui est, je rebondis sur ce qui a été dit, dans tout ce qui est biomasse, il faut savoir que la France est une des premières forêts européennes. Au-delà même de ce que vous avez dit, la filière française du bois, moi ça fait 20 ans qu'on en parle, on adore l'ONF, on va les voir très souvent, mais ça ne bouge pas. Donc il faut absolument que quelqu'un, je ne sais pas qui, il y a qu'un faucon, il faut se méfier dans la vie, notamment dans la vie des affaires, mais il est vrai qu'on sous-exploite complètement la forêt française et que la biomasse, qui est abondante, qui est une ressource naturelle, est mal exploitée en France, et ça c'est très important pour toutes nos biomasses. J'en viens également à un autre sujet, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même un vrai trouble dans les esprits de nos équipes actuellement dû à la baisse du prix de l'énergie. Et d'ailleurs, nous, on est un peu schizophréniques dans le groupe Engie parce qu'on est producteur de gaz, enfin producteur, oui, on est en tout cas vendeur de gaz et on veut développer renouvelable. Et donc, très souvent, moi j'ai des conflits arbitrés. Est-ce qu'on propose à madame l'élu locale un réseau de gaz, une extension du réseau de gaz, puisque le prix du gaz est en train de baisser considérablement, ou est-ce qu'on lui propose de la biomasse? Alors on est un peu schizophrène. Et donc la réponse qui me paraît de bon sens et qui me paraît une réponse durable, c'est de donner un vrai prix au CO2. Alors on en a parlé beaucoup ici, mais le prix carbone, c'est quand même indispensable, surtout dans une période où on va rentrer dans une grande volatilité des énergies, une baisse tendancielle des énergies fossiles, et que ça menace quand même l'énergie renouvelable. Alors ça menace pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est un risque qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et donc ça, c'est extrêmement important. Si on veut développer la biomasse en France, le reste aussi d'ailleurs, en l'occurrence, il faut donner un prix carbone. Dernier sujet sur le biogaz. Nous, on croit beaucoup au biogaz, et on croit d'ailleurs que... Alors, mes collègues de GRDF qui sont dans le groupe sont toujours un tout petit peu ambitieux, à mon avis. Ils disent dans 20 ans, 10 à 20 ans, il y aura 20% de gaz vert en France.
Moi, je les trouve très ambitieux, mais enfin, peu importe. Mais imaginons qu'il y en ait même 5 à 10, c'est déjà pas mal. Et là, il faut absolument encourager, et c'est ce que vous dites d'ailleurs, hein, la production de biogaz en France. C'est techniquement assez compliqué. Mais enfin, bon, après tout, les Allemands sont très, très en avance dans le biogaz. Donc il faut absolument qu'on se pose la question. Je n'ai pas toutes les réponses en l'occurrence. Ça également, ça renvoie à la question du monde agricole. Le monde agricole, les entreprises, qui fait quoi? Quelle garantie on donne aux agriculteurs qui profitent de leur matière organique pour faire du biogaz? Il est certain qu'il faut absolument renforcer ce qu'on appelle le système des garanties d'origine. C'est-à-dire que quand nous, on injecte du biogaz dans nos réseaux, il faut qu'on puisse récompenser celui qui nous a fourni le biogaz avec des systèmes donc, de garantie d'origine, c'est-à-dire qu'on le rémunère, garantie d'origine du gaz vert. C'est valable aussi pour toute la mobilité verte, et je vais m'arrêter parce que je vais être trop long, et surtout que Madame la Ministre est pressée, donc je vais aller vite quand même. Mais il y a la mobilité verte aussi. Il y a la mobilité verte. Il faut absolument qu'on aille beaucoup plus vite en mobilité verte. On sait faire rouler des bus, des camions au biogaz. Il n'y a aucun problème. Simplement, il faut une volonté des élus locaux pour nous pousser, nous aider. Et encore une fois, ce n'est pas tellement une question de... Mais voilà, il faut que quand on renouvelle des flottes, on se dise, au lieu de renouveler des flottes classiquement, on va imposer, parce que c'est quand même une imposition, c'est une décision politique, on va imposer qu'un pourcentage de la flotte sera en énergie renouvelable. Je prends un exemple, la RATP à Paris a décidé de renouveler, je ne sais plus combien, des milliers de bus, je ne sais plus en tête. 10 000 bus, 10 000 bus, ils en passent. 10 000 bus et ils en passent 80% ELEC et 20% ELEC d'ici 2025. Je trouve que c'est une excellente décision. Il faut savoir que les bus ELEC sont un peu compliqués, donc nous évidemment on prêche un peu pour notre paroisse. Biogaz, on sait faire tout de suite. ELEC, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin bon, on n'est pas sectaire, donc en tout cas il faut absolument pousser tout ça. Donc voilà, c'est un champ gigantesque. Encore une fois, c'est pas tellement une question d'argent. C'est une question de volonté politique, c'est une question de simplification des tracasseries administratives, qui est un mal bien français, c'est une question de prix du CO2. Et si on fait tout ça, je crois qu'on ira très vite et qu'on essaiera d'avoir remplir les objectifs sur lesquels je suis assez sceptique quand même. Un exemple, pour remplir les objectifs d'énergie renouvelable à horizon 2020 ou 2030, je ne sais jamais l'année de référence, il faudrait 19 000 mégawatts d'éolien en France. Actuellement, on a 10 000. Il faut savoir que chaque année, on en fait 1000 à peu près en plus. Donc, il faudrait passer à un rythme de 2250 pour atteindre en 2020, 20 000 mégawatts d'éolien. Ça va être quand même très, très compliqué. Enfin, voilà, on est là. Il y a du monde, on est prêt à se mobiliser. Donc, si on était les gens de l'éolien vous diront qu'ils sont prêts pour l'objectif des 19 000 mégawatts. N'oubliez pas, plus 6 000 mégawatts offshore, pour l'instant, avec 3 000 dont on sait où ils vont se faire. Et un deuxième round à venir bientôt. Oui, il y a un autre mal en France. Vous avez cité tout à l'heure les grands groupes. Vous avez dit qu'il faut des champions nationaux. Quid des PME et des ETI? Comment est-ce que vous les embarquez dans la danse là? Parce que s'ils n'y trouvent pas leur compte, ça ne marchera pas, là, le système que vous nous présentez. Je vous remercie de poser la question. C'est une excellente question. Donc on a, nous, la volonté chez Engie, alors c'est des mots, mais c'est plus que des mots, de travailler en grande symbiose avec les tissus de PME qui sont nécessaires sur le territoire. Parce qu'on sait très bien que les PME, c'est là où on crée le plus d'emplois. On sait que les PME, c'est très souvent un endroit où l'innovation est plus rapide à être mise en œuvre. Et donc, nous, on est très, très, très favorable à ce que les grands groupes fassent du portage de PME quand il le faut, favorisent les PME par des joint ventures ou des associations. Je pense, alors je ne voudrais pas offenser qui que ce soit, mais je pense que les PME seules, c'est un peu insuffisant en réponse, notamment pour des problèmes technologiques lourds, où il y a beaucoup d'investissements à faire, où il y a beaucoup d'équipes à mettre sur le terrain, où il y a des continuités d'équipes à assurer. En revanche, si on arrive à trouver la bonne articulation entre le tissu des PME, qui est indispensable, qui est d'ailleurs très présent en Allemagne, et les grands groupes, on réussira. Et donc nous, on a toute une politique actuellement d'ailleurs, notamment ça passe par les achats, on a toute une politique d'achat qui favorise les achats auprès de PME locales, parce que ça me paraît très important. Donc je vous remercie de poser la question. Il ne faut pas croire que les grands groupes, ils veulent étouffer tout le monde, ce n'est pas le sujet. Il y a aussi, vous auriez pu me poser la question, mais je vais faire comme Charles de Gaulle, répondre à une question qui n'est pas posée. C'est comme ça, on est toujours sûr d'avoir toutes les questions qu'on souhaite avoir. C'est tout ce qui est vis-à-vis des startups et tout ça. Nous, actuellement, on en fait un effort considérable, pas pour les prendre chez nous, parce que si on les prend chez nous, on les tue. Donc, on a créé un fonds de 100 millions d'euros. On a déjà investi actuellement dans 12 startups en France.
On a financé des incubeurs, enfin dans des lieux où on incube des startups. Et l'idée, c'est de donner les moyens à tout ce tissu technologique dans nos métiers de l'énergie, hein, qui est très important pour nous. Et donc, il faut absolument qu'on accompagne tout ça. Si les grands groupes n'ont pas cette responsabilité sociale ou sociétale, à mon avis, ils disparaîtront d'ailleurs en l'occurrence, hein. Donc voilà, donc nous on se met sur ces modes, je dirais, sociétaux que nous estimons être des modes d'avenir. Merci Jérôme Tolo, ça tombe bien, on a un patron de PME avec nous, on va lui demander ce qu'il en pense. Arnaud Mine est le président d'Urba Solar, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était aussi coprésident de France Solar Industrie, c'est l'initiative export du syndicat des énergies renouvelables. Il est également vice-président du CER, mais il est surtout patron d'Urba Solar. Alors, Arnaud Mine, les bons résultats des appels. Non, d'abord, réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Les PME ont besoin de partir derrière les gros groupes. Ce que Jérôme Tolo vient de dire, c'est comme ça que... Je dirais qu'il n'y a pas forcément conflit entre deux mondes qui seraient celui des grands groupes et celui des PME. C'est vrai qu'il y a des projets structurellement qui nécessitent de mobiliser des moyens importants et qui nécessitent de fédérer les efforts. Je dirais que la PME n'est pas un sous-traitant d'un grand groupe. Voilà. Si le petit danger dans ce que vous dites, ce serait de considérer que c'est ça la vérité. Je pense que la France en particulier a tendance à considérer, État centralisé, a tendance à considérer qu'il n'y a de vérité que dans le CAC 40, et une PME qui plus est régionale a tendance à être considérée comme étant parfois d'un ordre de priorité secondaire. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Je fais état simplement de mon, tu interpelles mon vécu de créateur d'entreprise et de PME régionale, puisque je suis à Montpellier. C'est quand même un combat, 30 ans de photovoltaïque, ça a été 30 ans de combat pour que les énergies renouvelables et le photovoltaïque en particulier apparaissent, mais c'est aussi 30 ans de combat pour qu'on identifie que des PME régionales peuvent dire parfois des choses sensées. Et tous les discours qui ont été estampillés par justement des grands logos de CAC 40, il faut souffrir d'amnésie salutaire pour ne pas pointer du doigt le monceau d'imbécilité qui a pu être dit au fil de ces 3 décennies. Donc voilà, je pense que c'est... Merci, je ne cherche pas l'effet de manche. Non, mais donc alors, voilà, je pense qu'il faut simplement et... se dire qu'il y a des vérités, il y a des vécus, et que ouvrir les oreilles tout grands et les yeux tout grands pour faire état de l'ensemble des expériences et des opinions, c'est certainement salutaire dans notre monde, dans nos filières qui sont très mouvantes. Alors, 30 ans de vécu, pour autant, le résultat des appels d'offres Creux 3, on arrive sur l'actualité. Un signe fort pour l'activité du secteur photovoltaïque, ça représente beaucoup d'emplois, ça représente beaucoup de perspectives, ça rend une petite PME de Montpellier crédible à l'export de travailler sur ces appels d'offres. Alors, c'est sûr que par rapport à ce qu'on a pu se dire l'année dernière au colloque du CER, donc à la même époque, la chose pour la filière photovoltaïque a considérablement changé. Entre un marché qui stagnait à 500 mégawatts par an et puis tout d'un coup un appel d'offres dit Creux 3 qui a attribué 1 giga 100 de projets photovoltaïques, la filière est satisfaite et remercie le gouvernement qui a impulsé cet accroissement de volume. On ne peut pas cacher son plaisir quand la chose arrive. Donc c'est vrai, il y a un changement de contexte majeur. Est-ce l'effet COP21 ou pas probablement, mais c'est aussi l'effet de la baisse des coûts de la technologie. Donc aujourd'hui, la filière photovoltaïque a démontré que sur un appel d'offres en France, eh bien, les prix proposés par les porteurs de projets variaient entre 70 € et 85 € le mégawattheure pour des centrales au sol et étaient aux alentours de 120 € le mégawattheure pour des toitures. C'est considérable. C'est-à-dire que tout le monde touche du doigt. Je me souviens au fil des années, Dieu sait si on a pu argumenter sur l'intérêt de ces filières et si on a pu dialoguer avec nos contradicteurs. Premier défaut majeur de la filière photovoltaïque, c'est très très cher. Bon, preuve est faite. C'est maintenant parfaitement compétitif, les coûts sont compétitifs. Deuxième critique, finalement, nous subventionnons des modules chinois. Résultat de la consultation, au principal, les offres ont été faites avec des modules européens / français. Donc on voit bien que nous sommes compétitifs, nous avons une industrie et l'ensemble des entreprises de la filière, groupes ou PME, ne peuvent qu'être satisfaites de ce nouveau contexte. Merci Arnaud Mine pour cette précision. Sur quoi il faut travailler maintenant pour conforter ce redémarrage de la filière? Est-ce qu'il reste encore des points de blocage? Alors, il y a maintenant
Donc ces événements importants, mise en place de volume, la COP21 qui a quand même été un événement considérable puisqu'on a donné du sens et de la compréhension à ce que peut être le développement de ces filières hors de notre périmètre national. Et on voit bien que au niveau mondial, ces filières ont une importance absolument considérable pour l'alimentation en électricité des populations. Donc les axes pour nous, les axes sont de deux ordres et beaucoup de choses ont été dites lors de la table ronde précédente. Il y a d'abord comment allons-nous faire en sorte de nous positionner sur ce marché de façon que nos entreprises qui ont des savoir-faire multiples puissent générer de la valeur, de l'emploi et donc monter des projets. Et clairement, les deux points clés, les deux facteurs clés de succès, c'est d'une part le contexte réglementaire. On en parlera aussi en France de ce contexte réglementaire. Le contexte réglementaire parce que dans beaucoup de pays, la mutation était tellement rapide que le cadre réglementaire n'est pas prêt. C'est-à-dire les situations de monopole pour la production et la distribution d'électricité, c'est la réalité de beaucoup de pays. Et on se retrouve par exemple avec, je ne sais pas, une île aux Philippines qui n'est pas alimentée en électricité. Pour autant, on ne peut pas faire de proposition en énergie renouvelable parce que ça fait partie du périmètre d'une concession attribuée à une société de distribution qui ne peut pas alimenter cette île, mais pour autant ne peut pas l'alimenter non plus. Donc on se retrouve face à une situation absolument ubuesque où le cadre réglementaire finalement ne permet pas de développer cette affaire-là. Mais ce n'est pas la peine d'aller aux Philippines, on va au Sénégal, et au Sénégal, il y a par exemple monopole de distribution d'électricité, et donc on est en train de mettre en place des schémas tout à fait byzantins où on ne vend pas d'électricité, c'est un contrat de leasing, mais dont le prix est indexé sur le nombre de kilowattheures qu'on délivre. Enfin bref, ça ne tient pas la route, et on voit bien que l'action sur le cadre réglementaire est essentielle. Je parlerai du cadre réglementaire français juste après, si vous voulez bien. Le deuxième facteur clé de succès, c'est le financement. Ce que disait Claude Turmes est particulièrement pertinent. Le prix du kilowattheure photovoltaïque au Burkina est plus élevé que le prix du kilowattheure photovoltaïque en France ou en Allemagne. Pourquoi ? Parce que c'est pas finalement le degré de sensibilité maximum n'est pas donné aujourd'hui par le gisement solaire, voire par le coût de la technologie. C'est finalement le coût du financement qui est clé. Et un financement à 2% génère un prix du kilowattheure photovoltaïque faible. Un financement à 12% génère un prix du kilowattheure photovoltaïque élevé. Et donc, s'il y a une initiative majeure à mettre en place pour que le déploiement de ces technologies se fasse à l'échelon mondial comme c'est notre destin, ça passe par la mise en place d'outils de financement de façon que ces projets voient le jour dans un cadre satisfaisant sur le plan économique. Et d'ailleurs, en France, c'est aussi le cas. On parlait tout à l'heure en aparté avec des représentants certains instituts bancaires. Entre un financement de projet en France avec de la dette sur une durée de 15 ans et le même projet avec une dette sur une durée de 20 ans, bien entendu, ça n'a rien à voir, et le prix du kilowattheure va à la baisse et la pertinence économique du photovoltaïque et des autres énergies renouvelables devient absolument évident. Donc voilà, donc les outils financiers en France, en Europe, ailleurs, c'est un élément absolument clé pour déployer de façon massive ces énergies comme elles doivent être déployées. Si je reviens juste une minute sur le contexte réglementaire en France, on est aussi à une période intermédiaire, c'est que les appels d'offres tels qu'ils vont sortir maintenant vont obéir aux directives européennes qui veulent qu'au lieu d'un tarif fixe, on soit sur un prix de marché plus prime. C'est un changement majeur pour les entreprises du secteur, et donc il va falloir trouver, par ailleurs en termes de financement, des banques qui acceptent de financer ce type de système avec une part de risque supérieure, puisqu'encore faut-il trouver un acheteur pour la partie prix de marché, et donc il y a une composante de risque qu'il va falloir que nous étudions et que nous gérions ensemble. Mais c'est quand même un système pervers. Dans certains cas, un générateur photovoltaïque sur le toit d'un bâtiment qui vend les électrons au principal vont dans le bâtiment du dessous ou dans le bâtiment d'à côté. Et on se retrouve dans un mécanisme dans lequel finalement la référence c'est le prix de gros de l'électricité, plus une prime, et finalement on vend l'électricité au client final qui achète le prix de gros de l'électricité,
plus le TURP, c'est-à-dire le coût forfaitisé du transport par le réseau, plus la CSPE, qui est un espèce de service public notamment qui sert à financer les énergies renouvelables, entre autres, plus des taxes, et plus, je dirais, un coût lié à l'équilibrage. Et en fait, il n'y a pas de raison à tout ça, et finalement, on se retrouve avec des énergies renouvelables qui sont en concurrence, en quelque sorte, avec un prix de gros, alors même que dans le cas du photovoltaïque, ce qui nous intéresse, c'est le prix de détail. Je veux simplement dire, il ne s'agit pas de remettre en cause de façon militante le principe du système électrique français aujourd'hui qui a fait ses preuves, mais il n'empêche que dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, si on veut trouver la réalité de la logique économique du déploiement du photovoltaïque sur le territoire national, il va bien falloir revenir sur ces mécanismes-là, et le photovoltaïque énergie décentralisée pourrait ne pas avoir à contribuer au TURP comme si on devait traverser le territoire national, dès lors qu'on achemine l'électricité dans un périmètre restreint. Un autre exemple, par exemple en région Midi-Pyrénées, maintenant intégrée dans Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, l'exercice S3R a eu pour conclusion que du photovoltaïque, même un générateur de 100 kg, tout petit truc, contribue au financement du réseau de transport à hauteur de quasiment 70 000 € le mégawatt. La région d'à côté, Languedoc, qui est maintenant la même région, nous sommes à 35 000, je crois. En région PACA, nous sommes à 20 000, en région Alsace, 0. On voit bien que c'est complètement artificiel, que l'exercice n'a pas été maîtrisé, et qu'on se retrouve dans une situation où, pour des raisons qui ont certainement leur fondement, enfin, le photovoltaïque est en train de financer, d'assumer des surcoûts qui ne devraient pas exister dans un cas particulier comme celui de l'ex-région Midi-Pyrénées. Voilà, donc en France, il va falloir revoir aussi le contenu réglementaire, et merci au gouvernement d'avoir mis en place une vision sur 3 ans d'appel d'offres et de volume. L'étape d'après, pour que nous ayons des énergies renouvelables qui se développent dans un cadre économique normal, c'est de revoir le contexte réglementaire sereinement, de façon consensuelle, et de façon qu'on réinvente le mode de fonctionnement du secteur électrique en France. Merci Arnaud Mine. On va tout de suite donner la parole aux régions. On va commencer par celle qui vient d'être citée à l'instant. Anne-Laure Bedu représente la région Aquitaine, Limousin, Poitou. Ah non, celle qui vient d'être citée, pardon, c'était Languedoc-Pyrénées. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, pardon. On va quand même donner la parole tout de suite à Anne-Laure Bedu, conseillère régionale à la région Aquitaine, Limousin, Poitou, Charentes. En Aquitaine, vous n'avez pas trop de vent. Vous êtes à l'ombre des Pyrénées par rapport au vent d'ouest dominant. En revanche, vous avez beaucoup de soleil, vous avez beaucoup de biomasse, vous avez l'océan qui est juste en face. D'ailleurs, les assises des énergies marines renouvelables s'y déroulent le 31 mai dans cette région Aquitaine. Alors, comment faites-vous pour manager, si j'ose dire, la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables en Aquitaine ? Bonjour à tous. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier au nom du président Alain Rousset et de la vice-présidente à l'énergie et au climat Françoise Coutan pour votre aimable invitation. Alors effectivement, on a une région qui est assez propice à un mix énergétique presque idéal. On a une population de l'ordre de la population du Danemark, malheureusement pas avec les mêmes résultats en matière d'éolien, et on ne peut pas se targuer de 42% d'origine éolienne pour notre électricité, loin de là. On a fixé des objectifs dans le schéma régional énergie-climat qui sont de l'ordre de 32% pour les énergies renouvelables, qui signifient de multiplier par 2 à l'horizon de 2020 nos efforts en matière de transition énergétique. Et donc on va s'y coller effectivement, puisqu'il y a quand même du terrain, une marge de progrès qui est assez conséquente. Le photovoltaïque est plutôt développé aujourd'hui en Aquitaine, l'éolien a été développé en Poitou-Charentes, la biomasse un petit peu plus en Limousin, comme ça a été dit tout à l'heure. Et effectivement, la réunion de nos 3 régions offre de très belles perspectives pour ces énergies renouvelables. Alors, on a quand même un peu d'éolien posé qui pourrait être réalisé sur le plateau continental. On a l'enjeu de l'hydrolien qui vaut pour le Pertuis charentais, qui vaut aussi pour le bassin de la Gironde, sur l'estuaire de la Gironde.
On a des objectifs importants en matière de méthanisation qui représentent et qui représenteront à l'avenir des investissements extrêmement importants pour notre région, là, et notamment dans la partie rurale de notre région qui est très importante. Et puis également dans la zone Aquitaine, on a l'enjeu de ce qu'on appelle autour de la houle, le houlomoteur, effectivement, qui pourrait être également développé. Donc voilà, ça donne quand même de très belles perspectives pour les années qui viennent. Donc pour tout savoir sur hydrolien, houlomoteur, etc., assise des énergies marines renouvelables, organisée par le syndicat des énergies renouvelables, le 31. Je reviens vers vous tout à l'heure pour la relation État-région, la relation délicate État-région. Agnès Langevin, vous êtes vice-présidente chargée de la transition écologique et énergétique donc de la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. C'est bien dans cet ordre-là qu'il faut le dire, pour l'instant. Pour l'heure, oui. Pour l'heure, oui. Donc, parmi les 10 engagements politiques de votre présidente, Carole Delga, il y avait de faire de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées la première région européenne à énergie positive. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous avez des marétaux, certes, vous avez beaucoup de ressources, mais ça ne va pas être facile. Alors, merci de votre invitation. Carole Delga a effectivement pris cet engagement fort, ambitieux, de faire de la nouvelle région Languedoc-Roussillon la première région à énergie positive en Europe. J'ai vu que vous aviez sur votre petite fiche nommé ça REPOS. Oui, c'est ce qu'une région à énergie positive. Oui. Donc, je vais retenir le terme. Donc, c'est d'abord un engagement écologique pour permettre de s'inscrire pleinement dans la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. C'est un objectif pour justement permettre la mise en œuvre de l'accord de Paris, puisque cet accord de Paris doit aussi avoir une réalité et s'inscrire dans les projets de territoire, dans les projets de transition énergétique. Et c'est ensuite un levier très important pour notre région, en particulier pour la partie Languedoc-Roussillon qui a des indicateurs socio-économiques préoccupants. C'est un formidable levier pour créer de l'emploi, développer des filières industrielles et aussi des filières PME, TPE, comme elles ont été soutenues jusqu'à présent. Alors évidemment, on ne part pas de rien. La région Languedoc-Roussillon est pionnière, j'ai envie de dire, dans les énergies renouvelables. Tout à l'heure, vous parliez de 30 ans de militantisme. Le premier four solaire a vu le jour dans les Pyrénées-Orientales. La première éolienne a été implantée dans l'Aude. Donc l'ADN des renouvelables fait partie du patrimoine de notre région. La région est donc la deuxième région en France productrice d'énergie renouvelable et la part de la consommation de renouvelables dans la consommation finale s'élève à 22%. Les objectifs fixés par nos prédécesseurs étaient de 23% en 2020, donc vous voyez que déjà on est au-deçà des objectifs que nous nous étions fixés. Donc cet objectif, c'est un objectif ambitieux, c'est un cap, c'est une trajectoire à l'horizon 2050, mais qui nous oblige à très court terme, à moyen terme et à plus long terme, d'avoir des points d'étape ambitieux que nous inscrirons bien sûr dans les futurs schémas que nous avons à mettre en œuvre, que ce soit le schéma d'aménagement du territoire, le schéma de développement économique et de l'innovation, et aussi le schéma de la formation professionnelle, puisqu'il est aussi de notre responsabilité, j'ai envie de dire, de gérer les compétences et surtout d'avoir des formations professionnelles qui correspondent aux besoins en compétences. Je reviens vers vous après concernant vos attentes par rapport à la relation État-région. Valérie Pécresse, vous êtes présidente de la région Île-de-France, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors en Île-de-France, la situation elle est quand même sensiblement différente. Avec un milieu urbain dense, je vous vois mal aller mettre des aérogénérateurs sur la place de la Concorde ou recouvrir... remarquez, on a bien recouvert le Reichstag avec du photovoltaïque. Vous pourriez proposer au Sénat et à l'Assemblée nationale de faire la même chose. Je pense que ça aurait un impact important. On a évoqué tout à l'heure tout ce que vous pouviez faire en géothermie. Comment est-ce que vous abordez cette transition énergétique dans une région aussi dense que l'Île-de-France ? Alors, l'Île-de-France est faussement dense parce qu'en réalité, 75% de notre territoire, c'est des zones agricoles et des forêts. 75%. La moitié du territoire de l'Île-de-France, c'est la Seine-et-Marne.
Et si on prend le nord du Val d'Oise, le sud de l'Essonne et l'ouest des Yvelines, on a 75% de notre territoire en forêt et en zone agricole, ce qui d'ailleurs pose le sujet non seulement de la géothermie avec les nappes géothermiques, mais aussi la question de la biomasse, qui est une vraie question qu'on n'a jamais vraiment abordée. La question de la filière bois aussi est une vraie question pour l'Île-de-France qu'on n'a jamais traitée réellement. Alors, une région, en revanche, qui est effectivement très énergivore, avec une zone dense, très active. On est très dépendant énergétiquement. Je crois qu'on importe 70% de nos ressources énergétiques. Et j'ai honte de le dire, à côté des régions du Sud, nous n'avons que 5% de notre énergie qui est renouvelable, enfin qui est produite par des énergies renouvelables. Donc on a énormément de chemin à faire. Alors on a pas mal de leviers. L'un des premiers leviers, c'est quand même les transports. Et ça a été dit par mon voisin de gauche, c'est la région Île-de-France qui gouverne le syndicat des transports qui dépend de 6,5 milliards chaque année en fonctionnement et en investissement sur les transports. C'est nous qui avons, dans la dernière de la précédente mandature, engagé ce qu'on a appelé la dédiésélisation du parc de bus et demandé notamment à la RATP de s'engager très résolument dans la diversification de son parc. Donc on a lancé les nouveaux appels d'offres avec des bus électriques bien sûr, mais évidemment aussi avec des bus au gaz. Et donc il faut évidemment qu'on soit dans une diversification du mix énergétique. Je le dis parce qu'il y a eu une tentation du tout électrique. Une tentation du tout électrique qui était la solution à tout, Vélib, Autolib, les vélos et les bus électriques. Je pense pour ma part qu'il faut qu'on soit très ouvert sur toutes sortes de productions énergétiques, d'autant plus qu'on a cette réserve de biomasse qui est très importante pour nos agriculteurs et pour la diversification de leur production. Ensuite, on a un autre levier, c'est tout ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre publique au sens très large. Nous construisons énormément. Nous avons les lycées qui pourraient avoir effectivement du solaire et du photovoltaïque. On a la question des réseaux de chaleur urbains. On a toute une série de qu'on cofinance. Excusez-moi, prenez votre micro un petit peu plus haut parce que ça c'est l'antenne. Excusez-moi, on a toute une palette de contrats qu'on signe avec les communes pour les aider à renouveler leurs aménagements publics qui peut nous permettre effectivement d'encourager des réseaux de chaleur, des chaudières biomasse, du photovoltaïque en milieu urbain. Donc on est évidemment très sensible à tout ça. Il y a eu un plan méthanisation qui a été adopté in extremis à la fin de l'année 2014 qui peine un petit peu à se concrétiser. Donc là, il faut vraiment qu'on avance. On peut faire de la méthanisation des déchets. Nous, on produit énormément de déchets, comme j'imagine les autres régions, mais enfin encore plus en Île-de-France, à l'échelle de l'Île-de-France. Et c'est vrai que l'exemple d'un certain nombre de régions dans le monde qui ont décidé d'être vraiment en économie circulaire et de vraiment faire du recyclage doit nous inspirer nécessairement. Voilà. Donc on a plein de leviers qui nous permettent de lancer de l'énergie renouvelable dans le système. Alors, vous serez la première à répondre à cette question. Quelle relation, quelle synergie nécessaire entre l'État et les régions pour réussir cette transition énergétique ? Non, mais je ne sais pas s'il y a besoin de tellement de synergie. Nous, la question, évidemment, est celle qui a été dite. C'est à un moment donné, quand on lance une offre, il y a le mieux qui est le moins cher. Et évidemment, les énergies fossiles, de ce point de vue, ont retrouvé une attractivité en termes de prix, mais il y a aussi, j'allais dire, la façon dont on se projette dans l'avenir. Et nous, enfin en tout cas moi, à la région Île-de-France et en compagnie de Chantal Joanneau, qui est ma vice-présidente environnement, nous avons décidé que le renouvelable, c'était une responsabilité sociale. Donc c'est une responsabilité sociale qui va avec la sobriété énergétique. Donc on doit gérer tout ce qui est transition énergétique au niveau régional. Alors comment est-ce qu'on peut le faire ? On peut le faire sur les bâtiments, on peut le faire dans les PME, on peut le faire sur tout ce qui est service public. Et alors comment est-ce qu'on peut le faire ? On peut le faire à travers des prêts BPI. Vous savez que la Banque publique d'investissement, en théorie c'est l'État, mais en réalité c'est les régions, puisque c'est les régions qui garantissent les prêts BPI. Donc j'ai vu Nicolas Dufour, on en a parlé, et moi je souhaite qu'on travaille sur l'aide aux PME, sur la transition énergétique dans les PME.
On a aussi l'idée de travailler avec Chantal Joanneau sur la rénovation énergétique des logements, et notamment du parc HLM. Donc tous ces sujets-là sont des appels d'offres régionaux qu'on peut lancer, et dans lesquels on n'a pas forcément besoin d'aide de l'État. Alors ce que l'État nous a promis de faire en revanche, et il nous a promis ça mardi, c'est de nous aider dans toute l'évolution de la carte des formations. Parce que vous savez qu'une des grandes responsabilités des régions, c'est la formation professionnelle. Or, qui dit formation professionnelle dit adaptation aux nouveaux métiers de demain. Et on avait vu dans les métiers du bâtiment que bien souvent, c'était les fédérations professionnelles, les branches professionnelles qui étaient obligées de créer les centres de formation parce que les régions répondaient trop tardivement. Il faut 2-3 ans pour créer une formation au niveau régional. Et là, ce que l'État nous a dit, et qui était très doux à nos oreilles, c'était tout ce que les régions feront de plus pour la formation des chômeurs, eh bien, l'État suivra, l'État financera. Donc moi, je propose que très rapidement, on va faire une conférence régionale sur l'emploi, sur la formation et sur l'innovation sociale. Je propose que dans cette conférence, on mette sur la table les nouvelles formations professionnelles indispensables, et notamment dans les métiers de la transition énergétique. Merci Valérie Pécresse. Anne-Laure Bedu, relations État-région, synergie État-région, comment vous voyez les choses en Aquitaine ? Alors, après que Arnaud Mine ait fait l'apologie des entreprises, enfin des moyennes et petites entreprises et de leur agilité, moi je vais faire l'apologie de la décentralisation. Et je vais vous dire qu'effectivement, il y a encore aujourd'hui un problème de répartition des compétences entre l'État et les régions, puisque aujourd'hui, donc, les régions sont chefs de file, depuis la loi NOTRe, la loi MAPPAN, également la loi sur la transition énergétique. Toutefois, il y a encore des endroits où les régions n'ont pas tout à fait les pouvoirs qu'elles devraient avoir, notamment en matière d'évaluation des potentiels de leurs ressources énergétiques et de la part de ce mix énergétique qui pourrait être affecté à des projets, aussi sur les volumes d'investissement des projets. Je pense notamment aux appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, sur les sujets par exemple de méthanisation qui ont peut-être pas tout à fait été évalués à leur juste mesure. Donc il y a l'État, je crois, sur des fonctions régaliennes, sur des fixations de normes qui doit jouer son rôle pleinement. Et puis il y a les régions avec toute leur capacité d'expertise, tout leur potentiel, qui doivent avoir les moyens, notamment en matière d'expérimentation. Et j'insiste sur ce fait, on a besoin d'agilité dans la question des énergies renouvelables. On a besoin, pour susciter l'innovation de nos entreprises, petites, moyennes et grandes, effectivement d'affecter des soutiens, notamment pour venir compenser les coûts de production qui, même si la situation s'est arrangée, reste encore important si on prend les logiques des énergies d'origine fossile. Donc je crois qu'il y a encore un petit peu de travail à faire pour améliorer et harmoniser les compétences entre les États et les régions. Mais je crois qu'il ne faudrait pas, sur ce sujet État-région, limiter la question de la gouvernance des énergies renouvelables à la question des synergies État-région. Je crois que les énergies renouvelables, on voit bien que c'est une gouvernance multiple qui a besoin dans laquelle on a besoin d'agencer des compétences très diverses, des TPE, des grands groupes, des partenaires financiers, du citoyen, le volet citoyen étant extrêmement important. Et je ne suis pas sûre qu'on ait le temps d'aborder tous ces domaines, mais je crois qu'il faut avoir cette vision d'ensemble d'une gouvernance globale au service de la transition énergétique. Agnès Langevin, relations État-région en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Oui, je partage ce regret que les régions n'aient pas eu plus de pouvoir en matière réglementaire et en droit d'expérimentation. Ceci dit, la compétence qui nous est maintenant donnée en termes de chef de file du service public de l'efficacité énergétique nous permet quand même d'impulser et d'avoir des objectifs comme ceux de la nouvelle région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Un exemple en Midi-Pyrénées, depuis novembre 2014, il y a une convention entre l'État et la région pour un comité régional biogaz qui fonctionne bien, avec des problèmes toujours récurrents que vous avez évoqués sur la visibilité des tarifs à plus long terme, mais ça appartient, c'est du domaine de l'État. Ensuite,
bon, moi, je suis élue depuis le 4 janvier. On commence à concerter les acteurs de la filière. C'est vrai que, notamment pour les PME, il y a quand même un manque de concertation entre l'État qui fait ses appels d'offres, des grosses structures qui répondent, et les régions ne sont pas forcément associées aux critères, à l'instruction des dossiers, sans forcément décider, mais en tout cas être associées à cette instruction. Donc on a aussi beaucoup parlé dans la journée de la question de la simplification administrative. C'est un volet, mais moi ce que je souhaite mettre en œuvre, c'est vraiment, puisque c'est le rôle aussi de la région, d'accompagner, de faciliter, d'avoir un environnement porteur pour développer la filière, c'est mettre en place tous les outils de concertation et vraiment travailler sur l'acceptabilité des projets. Et ça, je crois que ça va de pair avec la simplification. La simplification toute seule ne permettra pas de réduire ou de limiter les recours, en particulier en matière d'éolien. Donc il y a des projets pilotes qui ont été menés en Languedoc-Roussillon sur des appels à projets citoyens, sur des outils financiers alternatifs. Et ça, je crois qu'une des missions, avec effectivement l'efficacité énergétique, le soutien économique et la formation professionnelle, travailler à l'accompagnement, à l'acceptabilité des citoyens sur les projets, en particulier d'éolien, c'est une des missions essentielles. Je suis effectivement donc vice-présidente à la transition énergétique, mais c'est pas pour faire étalage de mes titres, mais pour montrer aussi la cohérence globale, puisque c'est la transition énergétique, elle doit être globale. Je suis aussi en charge de la biodiversité, des déchets et de l'économie circulaire, ce qui permet aussi et ça on va le mettre en œuvre, peut-être de mieux travailler avec notamment les associations environnementales, les questions de biodiversité, et d'avoir une grande concertation pour pas se retrouver avec des projets qui émettent 6, 8, ou même là il y avait un opérateur qui me parlait d'un projet éolien à 13 ans, c'est-à-dire que le bout du recours, c'est 13 années, quoi. Oui, mais vous êtes en pays Qatar, il y a beaucoup de monuments historiques. Et donc, brièvement, oui, Arnaud Mine. Oui, donc un cadre national commence à émerger. Maintenant, beaucoup d'initiatives appartiennent aux collectivités locales et aux régions en tout premier lieu. Le syndicat des énergies renouvelables, je parle sous l'œil de notre président, a depuis de nombreuses années une action qui me semble essentielle au niveau national pour faire en sorte que les lignes bougent. Maintenant, la dimension régionale devient essentielle, et le syndicat mettra en place des structures régionales de façon à pouvoir être l'interface de dialogue avec les régions qui sont des acteurs essentiels, parce qu'il faut que nous parlions, il faut que nous partagions des visions. Enfin, en tout cas, ce sera votre vision, et nous serons à votre disposition pour faire en sorte de vous donner les éléments qui sont à notre possession et nos opinions là-dessus. Ça veut dire que le syndicat des énergies renouvelables aura des points de contact, des représentations régionales qui existaient déjà plus ou moins dans le passé, mais qui n'étaient pas des priorités, mais qui cette fois-ci vont devenir des choses essentielles et au cœur de la politique qui sera mise en place au sein des régions. Merci pour cette précision, Arnaud Mine. Donc je précise que là, c'était avec sa casquette de vice-président du syndicat des énergies renouvelables. Une dernière question à toutes les trois. Est-ce que les politiques sont aujourd'hui convaincus, j'espère qu'aujourd'hui ils ont eu pas mal d'arguments en ce sens, que l'on peut faire des énergies renouvelables un vrai grand secteur économique? Pour les croiser souvent, vos collègues politiques, je peux vous garantir qu'il y en a certains, ils voient bien qu'il y a une arrivée massive des énergies renouvelables. Ils voient bien qu'il y a des éoliennes partout, du photovoltaïque partout, du bois énergie, de la géothermie en Ile-de-France, 33 forages, il n'y avait plus grand-chose qui se faisait, ça y est, on recommence à en faire. Et pour autant, on a l'impression qu'ils ne sont pas encore complètement convaincus. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qui nous manque encore? Est-ce qu'il y a une étincelle qui manque encore pour que ça y est, on bascule dans un vrai grand secteur économique? Valérie Pécresse en premier. Micro bleu là. Ah, voilà.
Moi, je pense que je suis la dernière qu'il faut convaincre que c'est un grand secteur industriel. Mais oui, vous avez des informations qui vous viennent en direct aussi, j'ai des informations, de l'industrie, oui, y compris en dehors des heures de travail. Oui. Mais non, c'est vrai. Enfin, c'était drôle ce qui a été dit sur effectivement le discours de certains grands groupes. Quand j'étais ministre de la Recherche, c'est une autre histoire, mais quand j'étais ministre de la Recherche, je me souviens d'un déjeuner avec des grands constructeurs automobiles, dont le patron de l'un d'entre eux disant que jamais le véhicule électrique ne marcherait en France. Donc voilà, donc ça remonte, et ça remonte à pas si longtemps que ça remonte à moins d'une dizaine d'années. Donc la vérité, c'est qu'effectivement, il y a eu des doutes, et il faut encore convaincre. Et puis il y a encore des vrais sujets. C'est vrai que c'est beaucoup à travers les PME et les ETI que s'est construite la filière des énergies renouvelables en France. Malgré tout, il y a des grands groupes, mais c'est vrai que sans le dynamisme d'un certain nombre de PME et d'ETI, qui aujourd'hui ont grandi, on ne l'aurait pas fait. Et moi, je me souviens, là encore, c'est des souvenirs pas très lointains, quand j'étais au gouvernement, quand on a supprimé les aides au solaire, parce que justement, on n'arrivait pas à construire du solaire français. Et qu'on s'était dit, il y a un effet d'aubaine pour le solaire asiatique. Donc tout ça, c'est à mon avis derrière nous. Moi, je crois qu'on a volontairement investi. J'entendais parler de l'INES à la précédente table ronde. On pourrait parler aussi des instituts de Saclay. On a massivement investi dans la recherche sur le solaire. On a massivement investi dans la recherche sur l'éolien. Aujourd'hui, sur l'électrique, un certain nombre d'industriels se sont lancés, ont rendu rentables des filières qu'on n'imaginait pas rentables. Je crois qu'on est vraiment à un point de retournement sur cette question. En tout cas, en Ile-de-France, nous, on sera à fond. On sera à fond derrière la recherche. On sera à fond sur la valorisation de l'innovation technologique dans ces domaines-là. Et tout ce qu'on pourra faire avec les PME et les startups pour les aider à grandir, on le fera. Alors c'est vrai que moi, mon sujet est plutôt d'essayer de faire en sorte que les startups ne se fassent pas racheter. C'est plutôt qu'elles essayent de grandir et qu'elles essayent de devenir des groupes puissants pour demain, parce qu'elles ont souvent une approche un peu innovante des questions. Et on a parlé des citoyens. Et vous n'avez pas remarqué, mais je n'ai pas parlé d'éolien. En Ile-de-France, l'éolien, c'est un sujet épouvantablement complexe, compte tenu de la rareté des espaces naturels et il y a quelques projets quand même. Il y a bien sûr, il y a. Mais le sujet il est avec les agriculteurs, il est avec les élus, il est avec les citoyens, et il est aussi juridique, parce que si on a des recours qui durent des années, ça ne sert à rien de s'engager dans un projet éolien. Il vaut peut-être mieux aller directement sur un autre projet. Donc le sujet, il est quand même de l'acceptation sociale de certains projets. Et moi, je m'engagerai personnellement là-dedans, mais je pense qu'il faut qu'on imagine des intéressements des citoyens un peu innovantes qui permettront de les associer à des projets qui sont d'utilité sociale. Parce que là aussi, c'est un autre sujet dont je n'ai pas parlé, mais la pollution de l'air en Ile-de-France, on va en faire notre grande cause régionale environnementale de cette année, pour amener justement les citoyens à prendre conscience que les énergies renouvelables, malgré peut-être leur surcoût, sont vraiment très très importantes pour la région. Merci Valérie Pécresse. Si vous recroisez votre constructeur automobile qui ne croit pas aux véhicules électriques, vous lui rafraîchirez la mémoire et vous lui direz que la première voiture qui a dépassé le 100 km/h, c'était une voiture électrique qui s'appelait la Jamais Contente. Il a dû oublier ça. Anne-Laure Bedu, alors comment vous faites en Aquitaine pour convaincre vos politiques, ou est-ce qu'ils sont déjà convaincus ? Je pense qu'il y a un certain nombre d'élus qui sont déjà convaincus, mais je crois que les élus ne sont pas très différents de nos concitoyens sur ce volet. Donc je crois qu'il faut convaincre tout le monde et toutes les catégories de population. Alors, depuis ce nouveau mandat, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer une agence régionale justement de l'énergie et du climat pour créer en interne, dans l'organisation, dans l'administration et au sein des élus, un groupe de travail qui permette d'avoir un peu de transversalité. C'est-à-dire que le problème de nos organisations, c'est qu'on crée un service de la transition énergétique qui traite des sujets de l'énergie et du climat. Sauf que le service effectivement de la formation, ou le service de l'aménagement du territoire, ou le service du développement économique se sent peu ou pas concerné par le sujet dès lors qu'il appartient et qu'il est sous la compétence de certains. Donc on a voulu créer quelque chose qui relève de la transversalité dans l'organisation et aussi de l'acculturation et de l'appropriation du sujet de transition énergétique. Donc ça sera fait dans les prochains mois et ça sera mis en œuvre. Nous avons aussi créé ce qu'on appelle un fonds régional d'investissement qui permet justement d'associer
sur le plan économique, donc des acteurs du monde de l'énergie, et de financer leurs projets à toutes les phases de ce projet, de l'initiative du départ jusqu'à l'exploitation. Ce fonds représente 120 millions d'euros pour les 4 ans qui viennent et peut-être sera-t-il augmenté. Donc ça permet d'avoir des synergies d'acteurs et ça permet un portage politique et une visibilité qui est aussi importante aux yeux des autres élus et des autres élus des autres niveaux de collectivités locales, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble du monde économique local. On sait déjà qui va prendre la direction de cette agence régionale de l'énergie et du climat ? Alors, ce n'est pas une agence, si vous voulez, qui va se superposer à toutes les autres. On a déjà des espaces info-énergie, une agence locale des agences locales de l'énergie, etc. Mais ça va être créé en interne pour créer de la transversalité au sein même de l'institution. Je crois que c'est vraiment un objectif qui est extrêmement important et qui correspond à un vrai besoin si on veut que cette culture de la transition énergétique percole au sein de l'ensemble des élus et de l'administration. Et puis, j'ai oublié de spécifier que ce fonds régional d'investissement a un volet participatif avec les citoyens, si bien que tout projet qui sera choisi et qui sera financé devra ouvrir son capital à des acteurs, enfin au monde citoyen. Voilà. Est-ce que la présidente d'Enercop Aquitaine y est pour quelque chose? Alors, oui, vous m'obligez à parler d'autres casquettes. C'est vrai, quand on est élu, on se retrouve élu. C'est pour moi aussi un premier mandat. Et on a d'autres casquettes et on continue à être d'autres personnes. Donc moi, j'étais effectivement, et je suis toujours présidente d'Enercop Aquitaine, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, dont relevant du monde de l'économie sociale et solidaire, dont les valeurs sont le multisociétariat, la proximité, la traçabilité de la ressource. Et donc, c'est vrai que ces valeurs autour de l'énergie partagée, des fonds d'investissement, de la participation citoyenne, des circuits courts, évidemment, sont centrales dans le modèle d'Enercop et, je dirais, peuvent inspirer des gens et des élus au sein de cette région, effectivement. Merci Anne-Laure Bedu. Agnès Langevin, vos élus sont tous convaincus qu'on peut faire un grand secteur économique avec les énergies renouvelables? Tous non, mais on va les convaincre. Pour faire la transition, je précise que Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont pris des parts au capital d'Enercop, des deux régions. Là aussi, c'est un signal fort, notamment en direction et des outils financiers alternatifs, même si on s'est doté aussi d'un fonds d'investissement régional. Mais vous parliez des élus. Pour ce qui nous concerne, l'objectif de transition énergétique, il doit s'incarner dans les territoires. Donc il faut animer la politique énergétique avec les communautés de communes, les élus locaux, les accompagner, les informer, les soutenir. Et donc effectivement, un élu local est sensible aussi à l'opinion de son électorat, d'où l'importance effectivement de l'accompagnement des appels à projets citoyens. Donc on a à peu près accompagné, enfin mes prédécesseurs ont accompagné 15 projets pilotes alternatifs citoyens, avec, alors le dispositif c'est une aide remboursable pour les études de faisabilité et ensuite une aide à l'investissement, 1 euro citoyen, 1 euro de la région. Donc c'est un dispositif simple qui a une portée, j'ai envie de dire, et à la fois de concertation, d'acceptabilité. Et on voit que quand ils sont menés à l'échelle d'une commune, j'ai eu l'exemple d'une commune dans l'Aude, Luc-sur-Aude, où là c'est porté aussi par les élus et par les citoyens. On voit que le projet aboutit, et que le projet aboutit très vite, et que là, sur cet exemple précis, il n'y a pas de recours. Oui, mais enfin, l'Aude, c'est un territoire un peu particulier. C'est là que tout l'éolien français a commencé. C'est là que la première ferme éolienne a tourné. Il y a eu d'abord des petites machines, puis oui. Port-la-Nouvelle, oui, effectivement, 2,2 MW. Puis ensuite, juste en face de Carcassonne, les 10 machines de Salé-de-Limousin. Donc c'est connu sur le territoire. Oui, c'est connu, mais bon, la nouvelle région, c'est 13 départements. L'Aude, effectivement, est un terreau favorable. Après, à nous, c'est pas, si je parle de l'Aveyron, c'est pas tout à fait la même acceptabilité sur les projets éoliens dans l'Aveyron. En tout cas, les élus locaux qui sont dans la salle, j'en ai vu tout à l'heure. J'ai aperçu Jacques Pallas, le maire de Saint-Georges-sur-Arnon, qui porte un projet éolien.
doivent vous écouter attentivement. Pour terminer cette table ronde, je vous propose 2 témoignages. On va commencer peut-être par le témoignage de Strasbourg. Témoignage de Strasbourg, non mais je ne vous avais pas oublié, vous inquiétez pas. Témoignage de Strasbourg avec Robert Herrmann. Robert Herrmann, vous avez été lauréat lors des assises de l'énergie à Dunkerque. Vous avez encore récolté un prix de la collectivité la plus vertueuse. Alors comment est-ce que vous faites? Quel est votre secret? Est-ce que c'est la proximité de l'Allemagne? Est-ce que c'est vos quelques 45 000 transfrontaliers qui vous rapportent plein de bonnes idées de l'autre côté du Rhin? Que se passe-t-il pour que vous décrochiez tous ces prix de collectivités vertueuses, vertes et développant les énergies renouvelables? Merci d'abord de votre invitation, mais je vais peut-être démarrer par la question qui finissait tout à l'heure le propos précédent. L'Allemagne, c'est peu de Land, c'est une grande décentralisation et un pays fédéral, c'est des décisions au plus près du terrain, c'est pas 36 000 communes, et du coup, c'est une très forte réactivité quand il y a des décisions qui sont prises avec... je dirais ceux qui, je l'espère en tout cas, correspondra aux grandes régions. Et on voit bien que le système institutionnel français, je veux dire, se prête pas à la rapidité d'action et de mise en œuvre, je veux dire, de changements comme cela. Pour revenir à votre question, je crois que les choses fonctionnent bien à Strasbourg parce qu'on a, depuis de nombreuses années, décidé de mettre la transition énergétique comme une politique transversale et de l'imposer à l'ensemble des services. Ce qui signifie que le directeur des services de l'eau, l'élu qui s'en occupe, je veux dire, propose à un moment donné une innovation, c'est Biovalsan, c'est avec le groupe Suez, et c'est une innovation aujourd'hui à l'échelle internationale qui produit du biométhane avec les boues. C'est dans le cadre des transports une politique volontariste avec le tramway, 70 km, c'est avec les bus aujourd'hui 94% je crois de nos bus sont au gaz. Et un effort qui a été fait depuis maintenant longtemps. C'est aussi la décision de plonger complètement dans Creux 3 avec mon voisin Électricité de Strasbourg, filiale d'EDF, et de sortir une centrale biomasse sur le secteur du port qui doit sortir à peu près 70 000 mégawatts aujourd'hui, et donc résoudre la question du logement, du chauffage dans le logement pour une quinzaine de milliers de logements. De la chaleur dans le logement pour une quinzaine de milliers de logements. C'est comme ça des innovations de toutes parts avec des chiffrages d'ambition sur la baisse des gaz à effet de serre, de la transition énergétique qu'on atteint avec aussi un regard tout à fait lucide sur le fait qu'on a dépassé nos objectifs, mais on l'a dépassé en particulier parce que dans ce qui est la baisse des gaz à effet de serre, je veux dire, il y a aussi des usines qui se sont arrêtées. Il faut donc qu'on fasse un effort encore plus important que ce qu'on avait fixé pour pouvoir être complètement dans l'objectif qu'on se fixe. Votre gouvernance est très large. Elle va des Verts jusqu'à la droite, vous dites droite modérée. Est-ce que c'est aussi un facteur de succès? Oui, je crois. On s'est donné des objectifs partagés dans une gouvernance qui associe effectivement les sensibilités socialistes, droite et Verts. Et ça marche 2 ans après magnifiquement bien. Ça nous permet d'aller très très vite dans les décisions, de beaucoup débattre, mais en tout cas de les partager, donc de s'installer dans la confiance vis-à-vis des partenaires extérieurs et de s'installer dans la durée sur les politiques publiques. Laurent Michel, ce matin, notre directeur général de l'énergie et du climat a beaucoup parlé de la simplification des procédures. Vous avez des recommandations, des propositions par rapport à ça? Oui, alors je rejoins le propos qui était tenu tout à l'heure par le représentant Nedji. Sur les recours, par exemple, on a là un sujet, puisqu'on se lance dans la géothermie profonde, un peu plus profonde que dans la région parisienne, puisque vous êtes au-delà de 600 mètres, on va descendre, nous, à 2800 mètres, quelque chose comme ça. En région parisienne, ils sont à 1800 mètres de guerre, il y a 33 forages de guerre. Et en l'occurrence, je veux dire que si de ce point de vue, l'Europe pourrait nous aider à faire en sorte que nous soyons sur des législations comparables. En Allemagne, par exemple, vous avez après une décision un temps donné pour un recours. Vous n'attendez pas la fin du délai possible du recours, qui souvent met 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis, dans la dernière semaine, on fait un référé au tribunal administratif et on bloque la machine. Et puis, on attend de nouveau 3 mois, 4 mois, et puis on recommence le processus sous des formes diverses.
Je veux dire que dans beaucoup de pays européens, vous avez une contrainte posée dès la décision prise d'avoir un temps limité pour pouvoir aller au recours, ce qui accélère considérablement les processus de mise en œuvre. Et de ce point de vue, le législateur pourrait très certainement faire des propositions qui améliorent les choses. La deuxième demande, peut-être, c'est d'intégrer plus fortement dans ce débat ceux pour qui on travaille, c'est-à-dire les concitoyens. Je pense qu'on ne réussira véritablement la transition énergétique que si on intègre plus le citoyen dans l'affaire, avec des campagnes de sensibilisation, avec, je veux dire, un travail de pédagogie. On le voit en particulier sur un certain nombre d'énergies. On voit les contestations qu'il peut y avoir sur l'éolienne. On le voit sur un certain nombre de sites où le photovoltaïque provoque y compris des débats par rapport en particulier dans des sites où il y a une richesse patrimoniale. On le voit aussi sur la géothermie profonde avec des contestations qui freinent considérablement, je dirais, le processus et où nous avons besoin d'expliquer l'intérêt qu'il y a à accélérer ces processus, non pas pour, je dirais, biaiser le débat avec nos concitoyens, mais là, de ce point de vue, nous avons besoin d'un vrai coup de main, je dirais, sur des campagnes nationales qui ne s'arrêtent pas lorsque la COP21 s'arrête, mais qui se poursuivent pour pouvoir arriver à convaincre tout le monde. Une dernière question concernant votre témoignage. Vous avez une économie plus industrialisée que d'autres et avez sans doute subi la crise de plein fouet. Est-ce que les énergies renouvelables sont un relais de croissance pour vous ? Alors, la crise en Alsace tient moins à la crise financière que à la chute du mur de Berlin avec beaucoup d'entreprises allemandes qui étaient implantées sur notre territoire et qui sont reparties, je dirais, par solidarité, soutenir leur État. Et c'était fait à la demande du gouvernement allemand. Mais de toute évidence, je veux dire, c'est un vrai relais de croissance et on a demandé à l'ensemble de nos satellites, vous savez qu'il y a tradition aussi régionale, nous disposons d'énormément de sociétés satellites, d'économie mixte en particulier. Elles sont toutes amenées à adopter peu ou prou le plan climat qui est celui de la collectivité et donc on démultiplie à outrance. Mais nous avons aussi utilisé un certain nombre d'autres moyens. Je voudrais le citer parce qu'il est peu utilisé à mon sens et c'est dommage. C'est d'avoir intégré à l'ensemble de nos marchés la clause carbone, amenant toutes les entreprises à devoir s'interroger quand elles répondent à des appels d'offres, à la manière qu'elles peuvent avoir de baisser leur niveau de carbone et par conséquent, je dirais, les sensibiliser à cela. Et puis en même temps, je veux dire, véritablement, je veux dire, travailler sur cette question. En plus, ça protège les entreprises dans un environnement relativement proche. Et par conséquent, c'est tout bénef pour l'ensemble des marchés. Et sur ces questions, non. Je veux dire, on a un tissu qui est malheureusement, j'ai envie de dire, un peu comme l'ensemble du tissu français, avec beaucoup de toutes petites entreprises qui, quelquefois, ont un peu de mal à investir, même si on a effectivement la qualité que vous évoquiez tout à l'heure, ces capacités de mobilité, de créativité que n'ont pas toujours les grands groupes, mais qui ont besoin véritablement, et je partage cet avis, des grands groupes pour pouvoir développer la totalité de leur potentialité. On a la chance, peut-être à Strasbourg, d'avoir une université de premier plan et qui nous aide beaucoup et où le lien entre université et entreprise est c'est peut-être à Strasbourg où ce lien est le plus fort, puisqu'il y a des choses qui en attestent. La fondation de l'université que connaît bien Madame Pécresse a dépassé l'ensemble de ses objectifs, puisque le privé y a investi plus de 25 millions d'euros. Et dans une relation entre entreprise et université qui est de tout premier plan à Strasbourg, je crois que ça aide beaucoup et que le fait de s'adosser aux universités, je veux dire, dans un changement de paradigme est quelque chose de tout à fait intéressant et pour l'un et pour l'autre. Merci Robert Herrmann. Alors pour terminer cette table ronde, un témoignage qui, Jean-Claude Pioche va vous dire, on a gardé le meilleur pour la fin, certainement. Un témoignage de jusqu'où on pourrait aller finalement. J'entendais tout à l'heure que vous repreniez l'acronyme inventé pour l'occasion de REPOS, Région à énergie positive. Je vais vous parler d'une toute petite île qui se trouve juste en face de la Guadeloupe, qui s'appelle la Désirade. Jean-Claude Pioche en est son maire. Il est également premier vice-président de la Riviera du Levant, la communauté d'agglos, qui englobe le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade, bien sûr.
Et donc, c'est une double région, enfin un double territoire à énergie positive, puisque la Désirade produit 2 fois plus que ce qu'elle consomme. Alors, comment vous en êtes arrivé? Quelles ont été, brièvement, hein, quelles sont les étapes pour en arriver là? Et puis on regardera en images, vous nous ferez voyager un tout petit peu en 4 ou 5 slides après ça. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais quand même remercier le président Jean-Louis Bal de m'avoir invité pour montrer qu'au bout des membres de la France, il y a des îles qui font des choses et des choses bien. Donc la Désirade, c'est un territoire de 22 km², 1600 habitants, 363 jours de vent, 364 jours de soleil. Donc ça montre un peu... Alors l'histoire de la Désirade... Vous allez avoir beaucoup de monde bientôt là-bas, hein, je pense. Hein, ils vont... Alors, c'est vrai que vous avez pu peut-être la connaître parce que c'est la première île que Christophe Colomb a découvert lors de son premier voyage. Donc, dans les années 80, le conseil municipal de la Désirade a décidé de se lancer dans l'éolien et a validé un projet, le premier projet éolien de la Caraïbe à la Désirade. Alors, c'est un projet qui a été installé en 92, donc la première ferme éolienne à la Désirade en 92. Ensuite, en 2010, un peu avant en 2006, une nouvelle génération avec une deuxième ferme. En 2009, la signature de l'agenda 21 de la Désirade avec comme fiche action baisser la facture d'électricité sur le territoire. Et en 2010, encore une nouvelle génération d'éoliennes sur le territoire. Et à partir de 2010, eh bien, la Désirade produit plus d'électricité qu'elle consomme. Et aujourd'hui, elle consomme environ 6 gigawattheures à l'année. Et bien aujourd'hui, on produit 12,5 gigawattheures à l'année. Donc on produit 2 fois ce qu'on consomme. On regarde en image. Si les diapos sont prêtes, on y va. Non ? Tous vos commentaires. Alors, pour bien montrer un peu, donc l'arc antillais qui fait un demi-cercle. Vous avez la Guadeloupe avec les 4 îles autour et la Désirade à la pointe est. En fait, la Désirade aussi, c'est le territoire le plus proche du continent africain. Donc, nous sommes vraiment exposés au vent, nous sommes exposés au soleil. Donc, c'est des énergies qu'on pourrait encore développer, notamment l'énergie solaire. Et il y a un fort courant également entre la pointe des châteaux et la pointe. Donc on peut encore sortir des idées pour ce courant et imaginer produire de l'énergie. Là, nous sommes sur En fait, la Désirade a la forme d'un bateau renversé, donc avec un plateau culminant à 270 mètres. Et là, on a des vents constants qui sont favorables à la production éolienne, enfin à la production d'électricité éolienne. Et là, sur le plateau, nous avons la dernière génération d'éoliens avec 6 éoliennes de 250 kVA et une trentaine d'éoliennes de 60 kVA. Eh bien, ces deux fermes produisent plus de 12 gigawattheures à l'année. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait le petit calcul par rapport aux 10 gigawatts d'éolien, on admet communément que le NH, le nombre d'heures équivalent à pleine puissance d'une éolienne installée en métropole, va être quelque part entre 2200 et 2400. Voilà. Ce n'est pas le cas en Aquitaine, hein, je vous rassure. Si vous installez la même machine en offshore, enfin, ce ne sera pas tout à fait la même, vous serez sur un nombre d'heures équivalent à pleine puissance de 4000 heures. Et ici, à la Désirade, vous êtes pratiquement sur 4500 heures, dans des conditions mieux que l'offshore. Peut-être dû à des effets de collines ou autre chose. Alors on continue sur les 2 dernières images. Alors là, c'est l'une des fermes éoliennes, donc c'est celle de 60 kVA, donc qui se situe au bout est de l'île. Donc voilà, d'environ 30 machines, une trentaine de machines. Alors la machine n'est pas en train de tomber, hein. Ce sont des machines cycloniques. C'est des machines spécifiques aussi. Hein. C'est des machines qu'on peut baisser s'il y a des cyclones, ou on peut les baisser de façon à les protéger d'éventuels vents forts qui pourraient les détériorer. Donc en fait l'histoire c'est Vernier, Aérowatt, Quadrant. Marc Vernier est normalement dans la salle, je l'ai aperçu tout à l'heure. Il est là, Marc Vernier? Oui, enfin il était là, je ne sais pas s'il est là toujours. Je sais que tu es là. Mais il est parti, bon d'accord. L'un des pionniers de l'éolien à la Désirade, tout à l'heure on en parlait, donc il est arrivé dans les années 90.
Et justement, il me parlait du maire qui était en place et qui avait validé avec son conseil municipal le fait de poser les éoliennes. Vous savez, c'est les années 90, hein, donc on est loin de la loi sur la transition énergétique. Hein. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau. Il fallait habituer la population et pour pouvoir convaincre cette population à poser ces éoliennes. Et vraisemblablement le premier cas de repowering, comme on dit, repowering, je ne connais pas la traduction en français, de remplacement de machines anciennes par des machines plus puissantes. Voilà. Certainement le premier cas sur le territoire français à la Désirade. Voilà. Et puis, encore une image pour vous donner envie d'aller là-bas passer vos vacances. Voilà. Et puis, on arrive au solaire maintenant. Voilà, donc un entrepreneur de Désirade a eu comme projet de mettre en place une structure de façon à capter l'énergie solaire et pouvoir mettre à côté ces voitures de location qui sont des voitures électriques. Donc il y en a 6. Ces voitures électriques sont autonomes, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité venant sur le réseau EDF. Donc c'est de l'énergie solaire produite en totalité. Et cette station produit plus qu'elle consomme, enfin que les voitures consomment. Donc on va y aller, il y a une petite vidéo de 1 minute 20 et qui va nous permettre de voir comment ça se passe. Et surtout, expliquez-nous, vous n'avez pas le droit d'injecter, vous n'avez pas le droit de soutirer sur le réseau. Voilà, c'est pour montrer vraiment que c'est indépendant. Donc c'est une structure qui produit l'énergie et les voitures consomment cette énergie. Et l'énergie produite en plus est revendue sur le réseau, enfin à EDF, sur le réseau. Alors, si la vidéo est calée, oui, non. En attendant la vidéo, vu de l'élu, les freins et les barrières pour continuer sur cette démarche. Bon, vous êtes déjà à 2 fois, donc c'est déjà très bien, félicitations. Mais est-ce qu'il y a encore des freins et des barrières d'après vous ? Moi, je pense qu'il faut vraiment une sobriété des ménages. Les ménages doivent voir la transition énergétique sur leurs factures. Et ça, je pense que ça, les politiques vont le comprendre. Si demain, les ménages ont une baisse de leurs factures, ils vont pouvoir convaincre les politiques et on n'aura plus de problème pour faire avancer les différents projets. Donc il faut vraiment qu'on montre aux ménages que ça sert à quelque chose. On fait des efforts, mais on a un résultat après. Alors, on regarde 1 minute 22 de vidéo. Allons-y. L'arrivée de véhicules électriques dans les départements d'outre-mer pose un défi. Comment éviter que ces véhicules, en utilisant une électricité produite principalement à partir de combustibles fossiles, ne viennent augmenter la pollution et les charges du service public de l'électricité? L'ADEME, la région Guadeloupe et l'Europe souhaitent promouvoir la contribution des énergies renouvelables au développement de véhicules électriques propres. Ils ont soutenu un projet de station solaire de recharge de véhicules électriques innovants porté par une entreprise de l'île de la Désirade en Guadeloupe et réalisé par Quadrant. 6 voitures électriques de location sont rechargées par la station solaire. La faible superficie de l'île permet de ne pas avoir besoin de recharger les véhicules avant leur retour à l'agence. Une ombrière solaire de 15 kW crête suffit à fournir l'énergie nécessaire. Une batterie tampon permet de stocker l'énergie inutilisée le jour pour recharger les véhicules la nuit. L'énergie excédentaire est vendue au réseau, mais le soutirage sur le réseau public est interdit. Cette première installation conçue, réalisée et entretenue par Quadrant va permettre d'optimiser le concept pour mieux le dupliquer sur d'autres sites. Alors une toute dernière question, comment ça se passe chez vous, la relation entre tous les acteurs concernés par cette transition énergétique? On vient de voir que ce film a été réalisé par Quadrant, donc les relations entre la collectivité, entre les développeurs de projets, entre le gestionnaire du réseau électrique, EDF SEI, Système électrique insulaire. Comment tout ça se passe et est-ce qu'il faudrait améliorer les choses, changer une certaine organisation? Bien, déjà, je pense qu'il y a de bonnes relations. On a chacun besoin de l'autre. Je pense qu'on a besoin d'ingénierie pour pouvoir mettre en place des projets, notamment au niveau de ma collectivité où je voulais mettre des voitures électriques pour pouvoir les utiliser et avoir des véhicules propres. Mais c'est vrai qu'il faut quand même que la population puisse voir, que les entreprises qui sont là puissent s'investir dans la vie courante.
En Guadeloupe, parce que la DESIRAD fait partie de la Guadeloupe et la région Guadeloupe aussi a des objectifs à atteindre. Et notamment, je sais que, bon, je ne suis pas conseiller régional, il y a une nouvelle équipe en place, mais la Guadeloupe a la possibilité de légiférer en ce qui concerne l'énergie. Donc, c'est des prix importants qui permettront de pouvoir progresser. Et aujourd'hui, on a environ à 13% d'énergie renouvelable. Et on a une grande marge de progression à faire encore pour être dans le pourcentage demandé. Valérie Pécresse, finalement, les véhicules électriques, ça fonctionne, et ça fonctionne même à l'énergie solaire. Vous penserez à le dire peut-être à l'industriel de l'automobile si vous le recroisez. Et en Ile-de-France, vous allez mettre des bornes de recharge photovoltaïques pour les véhicules électriques, peut-être? C'est prévu, c'est pas prévu? Pour l'instant, on a surtout des objectifs très ambitieux, effectivement, de bornes de recharge et qui, pour l'instant, qu'on ne sait pas encore très bien comment on va alimenter. Donc, puisqu'il y a ici des spécialistes des énergies renouvelables, on est prêt à en parler, effectivement, parce que construire une ligne à haute tension dans une région comme l'Île-de-France, à mon avis, ça ne prend pas 3 ans, ça prend même beaucoup plus longtemps. Donc effectivement, si on peut travailler sur ces questions d'énergie renouvelable c'est pour ça que j'étais très attentive au film, pour la recharge de certains véhicules, ce serait intéressant. Je ne sais pas si on a la ressource solaire suffisante, mais ce serait intéressant. Il y a déjà du photovoltaïque en région parisienne. Je me demande même s'il n'y a pas déjà des bornes de recharge photovoltaïques de véhicules électriques. Il me semble que Green Office doit avoir une borne de recharge. Jean-Louis Ball. C'est possible qu'il y en ait déjà une, mais le problème de ma région, c'est qu'il y a vraiment déjà à peu près tout sur une région de 12 millions d'habitants, au moins à toute petite échelle. Mais à grande échelle, en tout cas, non, on n'a pas encore développé le système. Merci Madame la Ministre, merci Mesdames, merci Messieurs d'avoir participé à cette table ronde.